Bonjour à tous, bienvenue sur cette keynote. En tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir l'occasion de revoir du monde en vrai, de quitter le monde du pur digital, des webinars comme ces 18 derniers mois. Pour moi, ça devient quasiment une nouvelle expérience. Aujourd'hui, on va vous parler d'expérience d'achat, d'information produit, ce qu'on appelle l'expérience produit. Et j'essaierai de mettre en perspective aussi les résultats d'une enquête que nous avons menée sur ce début d'année et qui est assez édifiante justement sur les nouvelles attentes des consommateurs, notamment dans le secteur du B2C. Je vais commencer par un tout petit sondage à main levée. J'aimerais savoir si parmi vous, certains ont abandonné un acte d'achat parce qu'ils ont considéré que l'information produit n'était pas suffisante. Ok, c'est un résultat à la soviétique quasiment qu'on voit, mais je pense qu'on le confirmera tout à l'heure dans l'étude. Voici un exemple qu'on a tous connu. Une fiche produit qui a été travaillée avec une image, avec du descriptif, et avec un vrai manque. On voit derrière qu'il y a finalement une trace du fichier Excel de la personne qui a travaillé sur cette fiche-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, les processus, l'organisation, le travail qui a été fait justement pour mettre en avant cette fiche-là n'a pas été suffisamment coordonné et n'a pas forcément été fait par les bonnes personnes ou surtout pas avec les bons outils. Et surtout, qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit que l'expérience qui est proposée finalement à moi en tant que consommateur, elle est insuffisante. Et j'ai beau faire énormément d'investissements, que ce soit sur la chaîne logistique, que ce soit sur l'efficacité au niveau du SEO, sur la conversion, cette fiche ne va pas convertir. Il y a de grands risques qu'elle ne convertisse pas, ce qui est particulièrement dommage. On a énormément de cas comme ça qu'on va pouvoir relever. L'exemple que vous voyez à l'écran, il est assez édifiant aussi. Où finalement, est-ce que je vais acheter un tote bag, comme c'est écrit, ou est-ce que je suis en train d'acheter un smartphone? En tout cas, une chose est sûre, c'est que la personne qui voit ça sur son PC, sur son application mobile, risque de ne pas acheter. Alors j'entends parfois quelques remarques en disant que bon, c'est sur le digital, c'est rare, ou alors on passe par des tiers pour la vente sur Amazon et que finalement on n'est pas complètement responsable. Soit, toujours est-il qu'en termes d'image de marque, c'est assez dramatique. Et ce que j'aime faire, c'est le parallèle avec la vie réelle, finalement, ou la vie physique dans un magasin. Cas tout simple, je rentre dans un magasin de sport, j'explique à un vendeur particulièrement avenant que je souhaite acheter une veste pour faire de la randonnée, il faut que cette veste soit déperlante, qu'elle soit chaude, couleur grise, taille L. Voilà, c'est l'âge, hein, vous comprenez. Le vendeur particulièrement revient en me disant « j'ai exactement ce qu'il vous faut », il m'amène un skateboard. Eh bien, on est dans le même ridicule lorsqu'on voit ce genre d'informations-là. Alors l'idée, c'est pas non plus de taper sur les doigts de tous les vendeurs qui finalement font cet effort-là et font un minimum d'effort pour pouvoir être visibles en ligne, mais simplement de partager avec vous ce constat. En ce qui concerne Akeneo, on est spécialiste de l'information produit. On édite une solution qui permet de piloter l'information produit, qui permet de la centraliser, l'enrichir et la diffuser par la suite. Donc on s'est posé quand même la question de savoir si on n'avait pas une déformation professionnelle par rapport à cette attention particulière qu'on peut avoir sur l'information produit et par rapport aux incohérences qu'on peut retrouver. Et on s'est appuyé finalement sur un institut de sondage bien connu qui s'appelle Opinionway pour justement essayer de comprendre auprès des consommateurs que nous sommes tous de quelle manière l'information présente sur les fiches produits joue sur la concrétisation de l'acte d'achat. Et donc, on a réalisé cette étude en début 2021. Je la mettrai à disposition directement sur mon profil LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Également, on le fera passer sur la page Akeneo sur LinkedIn, donc vous pourrez la consulter en détail. L'idée n'est pas de rentrer dans l'ensemble des chiffres, mais de vous donner quelques tendances. Donc, c'est une étude qui a été menée sur à peu près 3500 personnes dans 7 pays sur 4 continents, si je ne me trompe pas, donc France, Angleterre, Allemagne, États-Unis, Chine, de telle manière à avoir un panel particulièrement représentatif. Et comme vous le voyez à l'écran, en termes de représentation d'âge, on a un tiers entre les 18-34, les 35-54 et les plus de 55 ans. Et qu'est-ce qui ressort? Il en ressort que 80% d'entre nous ont déjà abandonné un acte d'achat faute d'informations produits suffisantes. À vue de nez, je pense que c'est la proportion que j'ai observée tout à l'heure chez vous lorsque je vous ai demandé de lever la main.
et 6 sur 10. Donc on est 60% à avoir retourné un produit parce que finalement le produit que j'ai reçu ne correspond pas à celui que j'avais vu en ligne ou à celui que j'avais prévu d'acheter. Tout simplement parce que l'information n'est pas de qualité suffisante. Vous le voyez à l'écran, il y a un vrai travail qui a été fait une fois de plus. J'ai une belle image, j'ai un titre qui est plutôt bien construit, j'ai même une promotion, mais je ne sais pas si j'achète un manteau gris ou un manteau rouge en fait. Donc je ne l'achète pas. Je ne convertis pas, je peux faire quasiment 0% finalement sur mon taux de conversion. Donc on a parlé finalement de l'abandon d'achat. Ça, c'est déjà finalement une vraie perte pour un commerçant quand on parle d'information produit, mais ça va bien plus loin. Finalement, on est, sur ces 80%, on est encore un tiers à faire l'achat équivalent chez un concurrent, tout simplement parce que le concurrent a peut-être eu des processus autour de la préparation de l'information produit qui étaient plus complets et qui finalement m'ont incité à acheter. Donc finalement, la première marque m'a attiré chez elle, ne m'a pas convaincu, je suis allé faire mon achat chez un site concurrent, ce qui est particulièrement dommage. Et dernière chose, on est 25%, c'est ce que ressort l'étude, on est 25% à trouver des informations qui vont être contradictoires selon les canaux. Ça nous est tous arrivé. Entre ce que je trouve sur le site e-commerce d'une marque et ce que je trouve sur le site, par exemple, d'un distributeur, entre ce que je vois sur une application mobile et ce que je vois sur un flyer, il n'y a pas uniquement les prix qui peuvent être différents. Parfois, l'information propre, même l'information technique du produit peut être assez différente. Et quand on parle d'information produit, on sait que celle-ci porte directement l'image de marque du produit. Et en fait, ce qu'a montré l'étude, c'est que 52% des consommateurs sont prêts à payer plus cher un produit, on va dire équivalent, simplement parce qu'il propose des informations claires sur l'image de marque. Et on le voit très bien à l'écran. Une marque de café qui est bien connue, sur laquelle il y a eu un véritable effort qui a été fait, bien évidemment sur les informations techniques, que je pourrais appeler techniques ou gustatives quand on parle de café, bien évidemment, mais surtout, il est peut-être plus cher que la moyenne, soit, mais l'éco-responsabilité, le caractère écologique finalement de la production de ce café est vraiment mis en avant. On voit le label agriculture biologique, on voit le label Max Havelaar et même l'explication liée à ce label-là. Et donc ça correspond finalement à une représentation au niveau des informations produits des valeurs de la marque, ce qui est un point extrêmement important. Les valeurs de la marque, on va pouvoir aussi les retrouver dans d'autres, je dirais, typologies d'attributs, typologies de messages. Sur des produits à haute technicité, eh bien, il faut être capable de prouver cette technicité, cette tradition qui peut exister notamment dans l'horlogerie, où certains mouvements ont été créés il y a 100, 150 ans, voire peut-être plus. Il faut être capable de pouvoir les décrire. Il faut être capable de générer de l'émotion auprès des clients ou des futurs clients. Il faut être capable de générer également de la confiance. Et ça va passer par le fait d'avoir un descriptif enrichi et le fait de pouvoir mettre en avant l'histoire de la marque. Et une fois de plus, ce qu'on a observé, c'est que 50% des consommateurs sont prêts à payer au moins 10% de plus pour avoir de l'information complète à ce sujet-là. De manière un peu plus détaillée, voici les résultats qu'on a justement sur l'impact de l'image de marque et la façon dont l'image de marque doit être visible sur les informations produits. On se rend compte que plus de la moitié déjà est prêt à payer plus, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir une information précise, mais que les informations qui sont recherchées sont des informations qui sont liées au certificat et au label qualité, à l'histoire de la marque et du produit, et bien évidemment au respect de l'environnement et la durabilité. Et je vous invite à penser à chaque fois, si vous travaillez chez des commerçants, à votre rapport annuel. Vous le lisez, et je suis persuadé que chez chacun d'entre vous, il y a un engagement écologique fort. Il y a un engagement social et environnemental qui a été mis en avant par votre direction et qui correspond finalement à la trajectoire que vous souhaitez prendre. Est-ce que ça se voit au niveau de vos produits ? Est-ce que moi, en tant qu'acheteur, je suis au courant finalement de l'engagement que vous prenez aujourd'hui sur le fait de faire du sourcing responsable ? Ça, c'est une vraie question à se poser. C'est valable à la fois dans le B2C et pour des acteurs B2B. Donc là, on a partagé le constat. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va pouvoir justement se structurer de telle manière à répondre finalement aux enjeux des consommateurs ? Eh bien, c'est la question que s'est posée un de nos clients, la société Sodexo, qui malheureusement n'a pas pu être présent avec nous, mais avec lesquels on échange assez régulièrement.
et qui est parti d'une problématique assez opérationnelle à la base. Alors Sodexo, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un acteur mondial finalement de la qualité de vie, c'est comme ça qu'ils se définissent. Ils ont plusieurs domaines d'activité, notamment une activité retail. L'activité retail, celle que nous connaissons tous, dans le sens où nos enfants mangent dans des cantines qui peuvent être alimentées par Sodexo, et on utilise également la restauration collective. Et Sodexo est, comme vous le savez, un très très grand acteur de ce secteur-là. Donc on parle d'une société de 500 000 personnes présente dans 67 pays et 35 000 personnes sur la France. Et Sodexo, finalement, sur la France, a fait un constat assez proche de ce que je viens de vous présenter. Leurs clients finaux, donc pas finalement ceux qui achètent les produits Sodexo, à savoir les collectivités, mais nous qui les consommons, sommes devenus particulièrement exigeants sur l'information des produits qui sont vendus. On veut savoir si on mange bio, si on mange cachère, si on mange halal, si c'est vegan, si on mange des produits locaux. C'est finalement une exigence que tout le monde a aujourd'hui, y compris dans la restauration collective. Et à ce sujet-là, l'État français a aussi fait un geste, c'est-à-dire qu'il y a des états généraux qui ont été... des états généraux de l'alimentation, je crois, ça s'appelle, qui ont été mis en œuvre il y a 2-3 années. Et il en est sorti une loi qui s'appelle la loi Egalim, pour États généraux de l'alimentation, qui est appliquée aujourd'hui dans la restauration collective, en particulier auprès des collectivités publiques. Et celle-ci impose le fait d'arrêter l'utilisation de bouteilles en plastique, de pailles en plastique ou autres, mais surtout un minimum de 50% de produits durables, un minimum de 20% également de produits biologiques dans les paniers repas et dans les repas qui sont servis. De la même manière, un devoir d'information est instauré notamment lorsqu'il y a des produits durables, donc le logo pêche durable doit être indiqué, et la composition des repas doit être bien évidemment étendue, un peu plus robustifiée. Et donc finalement, Sodexo s'est rendu compte que l'information qui était proposée à ce niveau-là était insuffisante. Ils ont voulu structurer tout cela et ils se sont appuyés sur une solution, donc une solution de PIM, pour pouvoir augmenter la qualité des informations et la quantité des informations qu'ils allaient pouvoir proposer à leurs clients finaux. Donc finalement, c'est une première approche opérationnelle. Et une fois que ça a été mis en œuvre, après quelques mois, ils se sont rendus compte que une fois qu'on a réussi à capitaliser, une fois qu'on a réussi à centraliser cette information-là, à l'enrichir et à mettre en place les processus autour de cela, eh bien autant capitaliser sur cette donnée. Autant faire en sorte de pouvoir y brancher d'autres services, les services innovants de Sodexo, pour pouvoir être encore un peu plus proche de leurs clients finaux. Et comme vous le savez tous, on sait que Sodexo s'est retrouvé en difficulté en mars 2020, puisque plus personne n'allait dans les cantines et dans les lieux de restauration collective. Ceci dit, ils ont lancé des services digitaux, comme Soapi, qui est une solution de click and collect, permettant aux salariés des entreprises clientes de pouvoir commander et récupérer leur panier repas. Et bien finalement, ce service-là a pu être connecté directement à la base qui aurait été structurée avec le même niveau d'exigence que ce qui avait été appliqué pour les points de vente physique par le passé. Et pour aller plus loin, ils ont saisi l'opportunité pour développer leur catalogue d'offres digitales, notamment par le biais de sociétés qui ont été rachetées. Je pense à Food Cherry, je pense à Season. Il y a aussi le catalogue Le Nôtre qui a pu être intégré directement dans le PIM de Sodexo. Et même les catalogues qu'on pourrait appeler contractuels. Ils ont peut-être un autre nom, mais le principe c'est Sodexo a un contrat particulier avec Total, avec Engie, avec EDF, avec peut-être des exigences clients qui sont particulières. Et bien on va pouvoir centraliser, préparer cette information-là directement dans le PIM pour pouvoir la diffuser sur les supports exigés par l'ensemble des clients. Et finalement, c'est une boîte de Pandore. C'est l'ouverture de toutes les possibilités que Sodexo a découvert de cette manière-là. Parce qu'il reste encore certains canaux qui ne sont pas alimentés avec de l'information fiable. On a encore des cas où finalement la composition du burger qui est présentée sur une tablette numérique n'est pas encore en phase avec ce qui existe dans leur base. Donc les projets à venir, toujours basés sur cette base produit structurée, consistent à alimenter d'autres supports physiques ou numériques en point de vente, les dalles numériques, des tablettes également, à chaque fois avec de l'information qui sera structurée, qui sera contextualisée, qui sera potentiellement localisée en fonction des exigences de chacun des canaux et des consommateurs. Ce qu'on vient de voir avec Sodexo, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'une
organisation facilitant ce qu'on appelle l'expérience produit. Et quand on parle d'expérience produit, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les analyses de Forrester, il s'agit du critère le plus important, le plus impactant dans ce qu'ils appellent le Customer Index. Donc Forrester mesure en fait le Customer Experience Index de plusieurs marques. Et l'élément le plus important, c'est l'expérience produit, ce que je viens de décrire là. Et donc la pratique derrière, qu'on appelle le PXM, Product Experience Management, elle devient primordiale dans votre organisation. Cette pratique, elle consiste à associer les personnes, les processus, la technologie, de telle manière à fournir les informations des informations de très haute qualité, de manière contextualisée, selon le canal, donc la technologie finalement qui va être utilisée pour la diffusion, et bien évidemment de manière localisée en fonction des exigences régionales et locales de chaque région. Donc on a vu finalement le rôle du Product Experience Management. La question se pose, comment je vais pouvoir mettre en place ces organisations-là et comment je vais pouvoir positionner cette importance, positionner finalement ce sujet-là dans mon organisation. Qu'est-ce que ça va apporter à mon organisation? Et il y a 3 éléments qu'il faut relever qui sont extrêmement importants. La première chose, c'est qu'on met en place finalement une stratégie autour de l'offre produit de telle manière à vendre plus vite. Le cas, il est très simple. Comment je fais pour améliorer mon time to market? Comment je fais pour passer de 10 000 produits que j'ai en référence à 100 000 produits que je suis capable de vendre en ligne sans multiplier par 10 les personnes qui travaillent sur le sujet? Dans le domaine de la mode, comment je fais pour passer de 2 collections annuelles à 4 collections annuelles, voire à 12 collections annuelles, comme certains veulent le faire? Et donc, on comprend bien que cette mise en musique des processus, des personnes et de la technologie, elle est indispensable pour cela. Le deuxième élément, c'est qu'on doit être capable de s'appuyer sur l'offre produit pour mieux vendre, pour augmenter finalement la marge que nous allons faire sur les produits. On en a parlé tout à l'heure. Mieux vendre passe déjà par réussir à vendre. Donc, il faut que j'ai une information qui soit complète, qui soit de bonne qualité. Ça passe également par la génération de confiance, on en a parlé. Et ça passe... ça passe finalement par l'augmentation de marge et une diminution des taux de retour, tout simplement parce que les clients sont moins déçus par rapport au décalage entre le produit lui-même et l'information qui aura été présentée. Dernière chose, c'est une opportunité. Le fait de structurer son offre produit, ça permet de saisir les opportunités qui s'offrent notamment auprès de nouveaux canaux. Je veux envoyer mon information produit auprès de Yuka dans le domaine de l'alimentaire. Je veux envoyer mon information produit sur des marketplaces parce que je considère que ouvrir ces canaux digitaux, c'est une véritable opportunité business. Je me rends compte que je peux m'appuyer sur le digital pour pouvoir tester des nouveaux marchés. Eh bien, il y a une question de contextualisation, de localisation qui se fait, mais ça peut se faire à condition d'avoir cette structuration produit, d'avoir cette offre produit qui soit extrêmement bien définie et avec les processus qui tournent autour de cela. Donc pour terminer, on a quelques recommandations qui, on va dire, résument finalement mon discours aujourd'hui. Première chose, on met nos valeurs en avant. Elles sont toutes présentes, vous travaillez tous dessus, mais on a besoin de le voir dans la formation produit et aujourd'hui, ça impacte tous les actes d'achat, qu'ils soient en ligne ou qu'ils soient dans les magasins, dans les points de vente. La deuxième chose, c'est être capable de penser omnicanal, pas uniquement digital. Alors, je ne vais pas faire le discours de concurrence entre site e-commerce et points de vente physique, je pense que ceci a été dépassé. Ceci dit, il faut s'appuyer sur les efforts qui sont faits sur les canaux les plus exigeants en termes d'information, notamment les canaux digitaux, pour pouvoir enrichir et améliorer l'expérience en magasin, améliorer le conseil que les vendeurs vont pouvoir apporter, améliorer même les taux de conversion chez vos distributeurs qui distribuent vos produits. Point extrêmement important. Et puis la dernière chose, c'est que l'expérience produit, elle impacte le chiffre d'affaires. On fait ce travail sur la qualité et derrière, on a pour objectif, et on le voit chez nos clients, la possibilité de voir une amélioration de la conversion, une amélioration des paniers, une amélioration du chiffre d'affaires de manière globale, tel que j'ai pu l'expliquer tout à l'heure. J'espère en tout cas que je vous ai convaincu en tout cas de l'expérience produit qu'il est nécessaire de pouvoir mettre en place au sein de vos organisations. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, des commentaires ou autres. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été aussi attentif. Merci à vous.